Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Bonjour à tous et à tous, bien réveillés, je l'espère, Dieu nous accorde en bonne santé. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce matin pour un nouveau numéro de l'émission Toc Toc. Nous sommes aujourd'hui au numéro 65. Merci pour votre fidélité renouvelée à Toc Toc. Ce matin, nous avons en studio deux confrères. Le premier nom, Ibrahim Acha. Il est le patron du journal Les Temps Nouveaux. Bonjour Ibrahim. Bonjour Junior. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour à nos amis de City FM 89.9 MHz et les amis de la diaspora partout dans le monde sur le www.lcftogo.com. Notre second invité ce matin, on l'appelle Maxime Domini. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui... Il est le numéro 2 du journal Alternative, il est le directeur de la rédaction du journal L'Alternative, ce journal qui fait du bruit cette temps-ci par ses différentes révélations. Dans la deuxième partie, nous aurons comme invité le grand citoyen de Tassir Adomayakpo. Avec lui, nous allons parcourir tout ce qui est actualité de ces derniers jours chez nous ici au Togo. Avant toute chose, mesdames et messieurs, voici le jingle annonçant la une des journaux. La une des journaux de ce mercredi 17 août 2016, nous démarrons par le journal Le Médium de Credo TT. Le médium titre à sa une sommet de l'UA sur la sécurité maritime. Tout le monde s'y prépare, les travailleurs de sexe aussi. Économie, consommation, hausse de 2,1% du niveau général des prix en juin 2016. Dans les cas également le libéral de notre ami Fabrice Béjessi qui titre JO Rio 2016. Les athlètes togolais rentrent le bredouille. Agbeibo VS à Pévon qui gardera le moteur du car. Toujours dans les kiosques ce matin, le correcteur. Déchirure des hanches, couverture, absence de congé, de déclaration à la caisse salaire irrégulier. Des Togolais dans l'enfer de Djiramedo Kofi à Lomé conteneur terminal du port. Conséquence des retours commission de 10 milliards, la route Lomé-Vaugan en frein toujours à l'abandon a tué Toy Bébé. Prime à l'impunité et à la malgouvernance. Après près de 10 ans de scandale et de détournement au ministère des Finances, Ayassor s'offre de paisibles séjours en France. Faute d'1 million de francs CFA pour les soins médicaux, l'icône du théâtre togolais est Kounaté décède dans l'indifférence. Dans les cas également sur le quotidien privé Liberté. Liberté qui quitte à sa une, mise en œuvre des réformes, Ford Singé se moque de l'opposition et du peuple togolais. Calvaire des ouvriers de Wassem, les chefs de gouvernement successifs monnaient leur silence contre des cadeaux. L'équipe sportive de Aimé Ekpe dans les kiosques ce matin, homologation des terrains, grassement de dons à Glossimé et Benigrato, 10 terrains sur 32 non homologués. Ameto 3 2016, bodybuilding et force athlétique, hiérarchie, respecté football, équipe nationale locale, sentier battu. L'alternative de finalité, donc dans le rédacteur en chef du directeur de la rédaction, est avec nous ce matin, toujours dans la kiosque. CET, les divers handicaps qui risquent de plomber la gestion de la nouvelle équipe, de l'urgence des réformes radicales pour une société viable et performante. Wassem Gate, veille économique, recommande un audit général du Wassem ATS Togo Rail, Fortia et Diamond Cement. Pascal Baudurin en séjour en France. Eh bien, retour en studio avec d'autres journaux que nous avons à notre niveau ici. Ce matin, rapidement, je vous présente la une du journal La Lanterne. La Lanterne qui cite par exemple, manque d'éphédrine pour anesthésier locaux régional au CHU Sylvanus Olympio vers des césariennes et autres opérations chirurgicales par l'adrénaline. Candy Ford Yassingbe soucieux des blessés de guerre en Israël. Coopération au-delà des voyages de Ford Yassingbe pour mettre à l'aise son peuple. Le peuple est-il satisfait? À propos du Panama Papers où Wassem Gate, l'actionnaire Brigitte Améravi, fait une sortie médiatique ennuyeuse.
Dans les caisses également, Togo Réveil de Germain Pouli. Togo Réveil qui écrit ce matin, annonce officielle de la création de parti dissident du CAR à Pébron sur une voie beaucoup plus risquée que celle de Fabre. Éjecté du gouvernement, le ministre cherche plutôt un bouc émissaire. Ayassor et Ingrid Awade, ce n'est pas fini. Le messager de Tchabouré dans les kiosques également ce matin. Meeting du parti a dit à Dapao, l'ANC très remonté contre son allié de circonstance. Le ministre Robert Doucet parle de la dernière visite de Fania Singbe en Israël. Cette visite est symbolique d'une nouvelle ère de relations entre Lomé et Jérusalem. Dans les kiosques également ce matin, Dounia Le Monde. Dounia Le Monde, donc, qui écrit ce matin, annonce d'une démission en bloc des députés ANC du Parlement, direction ou naïveté politique d'Isabelle Regavi et ses camarades. Sécurité maritime, les journalistes africains se mobilisent au sein de Jazema. Et enfin, avec nous ce matin, le Mania Libéré. Le Mania Libéré, donc, qui écrit, pour mettre fin à la crise lancinante au CAR, la rupture est totalement consommée entre le président d'honneur et le président en exercice. Les soutiens de Maître Apébon l'obligent à lancer son parti. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux de ce matin. Nous allons suivre le jingle et on démarre la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos invités Marcine Domény de l'Alternative et Ibrahim Achad d'un temps nouveau. Nous allons démarrer par un sujet qui a été oublié, donc qui a été révélé ces derniers jours. C'est les incendies des marchés de Lomé de Kara. Le mouvement Martin Luther King du pasteur Edo Komi exige récemment que justice soit faite aux détenus et aux inculpés. Dans un communiqué qu'il a publié le 10 dernier, le mouvement Martin Luther King du pasteur Edo Komi MMLK s'inquiète de la détention préventive trop longue dans les prisons du Togo pour les présumés détenus et inculpés dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé de Kara. On dirait qu'ils sont oubliés, Maxime Domény. Oui, excusez-moi. Bonjour déjà, ou rebonjour aux téléspectateurs. Oui, c'est le constat que nous faisons ensemble. Vous savez, plusieurs fois déjà dans le passé, on nous a annoncé un procès, mais on ne voit jamais venir le procès. Je crois qu'il y a encore quelques mois, on nous a parlé des assises, que le sujet ou bien le dossier passera aux dernières assises, mais voilà, on a attendu en vain. On se demande, voilà, ce qui ne va pas. Et donc le constat, c'est un constat que nous partageons avec le président du MMLK. Et voilà, si aujourd'hui on dit que le dossier, les enquêtes sont bouclées et que tout est fini, qu'est-ce qu'on attend finalement pour aller au procès? Et pendant ce temps, il y a des gens qui sont en prison qui ne connaissent pas leur sort. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette affaire, plusieurs personnes ont été gardés longtemps avant d'être libérés. Et il y a même eu mort d'homme dans cette histoire. Oui, il y a Kanou Etienne. Oui, qui est décédé dans cette affaire. On ne peut pas comme ça se permettre de garder, de priver les gens de liberté et pour des faits qui ne reconnaissent pas jusqu'ici. Et donc voilà, notre vœu est qu'on puisse aller rapidement au procès pour qu'on puisse tuer les gens. Vous savez, dès le lendemain, le surlendemain de l'incendie de Lomé, le ministre Yark avait fait une sortie présentant des gens comme des coupables, décrivant pratiquement le mode opératoire. Avec même les objets, bon. Oui, des bidons de carburant, tout ça. Comment est-ce qu'en 24 ou 48 heures, on ait pu arriver, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi, on ait pu arriver à avoir tous ces éléments et que 2 ans ou bien 3 ans après, des années après, on n'arrive toujours pas à organiser. 3 ans après, on n'arrive toujours pas à organiser le procès. Et ça sort de l'entendement. Et donc, voilà, si voilà, notre pays veut se présenter comme ils le font, comme un état de droit, il va falloir qu'on aille au procès, que chacun puisse se situer, que chacun puisse faire valoir ses arguments et que le peuple soit situé. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont en prison qui attendent ce procès. Il y a aussi les victimes de cette affaire. Ceux qui ont perdu leur bien, comme à Kara, comme à Lomé, ils attendent d'être situés pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui se retrouvent dans la situation. Ils veulent connaître les coupables. Oui, ils veulent connaître les coupables. Ils veulent quand même connaître les coupables, même s'ils n'envisagent rien faire, ne serait-ce que le fait pour l'histoire. Oui, pour l'histoire. Hein, ce sera une consolation, un soulagement pour eux de savoir que c'est tel qui a fait ceci. Et puis bon, voilà, cette personne va peut-être voilà, être soumise aux conséquences de ses actes ou faire ses excuses. Et puis voilà, si la justice et le peuple lui pardonnent, voilà, recouvrer sa liberté. Voyez, donc il va falloir constituer les gens, qu'on arrive, on aille au procès, constituer les uns et les autres, que chacun puisse faire valoir ses arguments, qu'on sache qui a fait quoi, dans quelles conditions, et qui sont les coupables, qui ne le sont pas, ainsi de suite. Alors je rappelle que le mouvement Martin Luther King du pasteur Edo demande aujourd'hui que justice soit faite rapidement
pour donc les inculpés, les personnes inculpées et surtout celles qui restent toujours détenues dans la ténébreuse, ou bien dans cette affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Ibrahim Matia. Non, cette affaire d'incendie des marchés, vous savez que c'est tout le Togo qui a été affecté. Il n'y a pas que les victimes, ou bien disons ceux qui sont présumés auteurs de ces incendies qui subissent actuellement des effets psychologiques dans leur lieu de détention. Même ceux qui sont au dehors, ils ont toujours l'épée de Damoclès sur leur tête parce qu'ils sont toujours sous le contrôle judiciaire. Donc ce n'est pas à proprement parler de gaieté de cœur que nous allons comprendre que jusqu'alors il n'y a pas un procès qui est organisé pour pouvoir situer les Togolais. C'est tous les Togolais qui voudraient savoir la vérité sur ces incendies de marché. Et vous savez, nous avons un problème au niveau de la justice togolaise. Je pense que tout le monde, tous les acteurs, tous les leaders d'opinion, les journalistes et nous tous qui sommes dans le domaine des médias, nous avons toujours dénoncé la lenteur qui caractérise la justice togolaise et surtout les interférences monstres auxquelles nous assistons au niveau de cette justice. Il faudrait qu'avec le programme de modernisation de la justice, que cette justice devienne une justice juste. Parce que quand nous disons que notre justice n'est pas juste, et que les gens ne pensent pas que ça sert une catégorie de personnes. Au contraire, c'est vraiment, comment l'appelle-t-on, un préjudice que nous créons en notre pays. Parce qu'un opérateur économique qui veut venir investir dans le pays, s'il apprend que la justice togolaise n'est pas une justice juste, il pense que c'est des manques à gagner pour le Togo. Aucun investisseur ne peut accepter d'arriver dans un pays où on décrit la justice, où la justice est décriée. Vous comprenez qu'il faudrait maintenant que les autorités togolaises fassent preuve de responsabilité en organisant vite un procès pour situer l'opinion sur ces affaires d'incendie des marchés, parce que on ne peut pas comprendre qu'une république qui se respecte va passer plus de 3 à 4 ans pour ne pas pouvoir juger les gens par rapport à ces incendies. C'est une aberration. Pour lesquels on a arrêté les gens rapidement. On a arrêté les gens rapidement. Vous comprenez que au lendemain, comme le rappelait mon confrère Maxime, de ces incendies, le ministre Yark est sorti et il a même décrit le mode opératoire. Il a même montré certaines pièces à conviction. Ce qui voudrait dire qu'il y a eu au moins avancé. Si avancé il y a dans la procédure d'enquête qu'il a déclenchée au niveau de son ministère. Et donc, il faudrait quand même qu'on aille vite, qu'il y ait une coordination entre le ministère de la Sécurité, les éléments à son niveau, il les verse au niveau du parquet, et le parquet... Le procureur aussi a dit en tant que l'enquête a été bouclée, et que bientôt il va le justement, c'est ce qu'on nous a dit. Et depuis, ça attend. Pourquoi on attend? Il faut vite aller, il faut vite aller, comment l'appelle-t-on là, au procès, pour situer les Togolais. C'est vrai qu'il y a les victimes qui sont là actuellement. Il y a eu un semblant de dédommagement. On a eu... Mais les femmes sont pas satisfaites, elles continuent à bien sûr. Et on les a casées maintenant. Le marché de Abadahanou, rien ne marche. Les activités sont bloquées. Moi, je dirais que c'est des mesures d'accompagnement. Sinon, c'est pas un dédommagement. Parce que le préjudice subi est très lourd. Énorme. C'est très énorme. Donc, il faudrait qu'on organise ce procès, situer les responsabilités. Et aussi, il faudrait qu'on regarde dans tous les sens. Moi, je ne voudrais pas qu'on focalise l'attention sur une catégorie de personnes qu'on a identifiées comme telles. Qu'on aille dans tous les sens et pouvoir dénicher les vrais auteurs de cet incendie. On a un charia de charge alors. Je rappelle qu'il y a quelques mois, donc, le juge avait levé l'inculpation de certaines personnes, mais je rappelle que 6 personnes restent toujours en détention, et depuis, elles sont là, c'est parce qu'elles font là-bas, il va falloir vite aller au procès pour éviter qu'on assiste au cas à Yakanou plutôt. Et on a appris aussi qu'au niveau de la prison de Kara, Mohamed Loum est en train de vivre un enfer. Oui, c'est ce que nous avons appris, justement, comme l'a dit tout à l'heure le confrère, en fait, même ceux qui sont dehors, ils ne sont pas pour autant encore tirés d'affaire. Tant qu'il n'y a pas eu de procès et qu'ils ne sont pas situés, parce qu'eux aussi ils ont subi des préjudices, voyez non, ils ont subi des préjudices. Donc ils attendent de savoir en fait qui ont été derrière cette affaire pour que nous on soit pris injustement et qu'on soit jeté en prison ainsi de suite. Et puis l'un des acteurs principaux, comme vous venez de le dire, Mohamed Loum, qui était à Lomé et puis ensuite est transféré à Kara, on apprend qu'il subit un enfer, qu'il vient en enfer à la prison à Kara. Et tout ça n'est pas rassurant, parce que c'est sur la base de son témoignage, entre des témoignages de personnes, y compris de lui, son témoignage, Asia et les autres, et qu'on a arrêté les gens, qu'on a jeté les gens en prison.
Et donc, il demeure un acteur clé, une personne clé dans le cadre de ce dossier. Maintenant, le fait de le trimballer, bon, je passe sous silence le fait qu'entre-temps, il soit revenu sur sa parole, disant qu'il a été manipulé, ainsi de suite. Maintenant, le fait de le trimballer, ça et là, et aussi de le soumettre à la torture en prison, tout ça n'est pas rassurant. On a l'impression comme si on tente de le faire des choses, mais on tente de le faire dire des choses qu'il n'accepte pas, et ce qui est à l'origine de la torture à laquelle on le soumet à la prison de Kara. Donc il va falloir que non seulement les familles ou bien le cousin ici, il va falloir que même les organisations des droits de l'homme, même les organisations internationales, alors tout le monde, parce que je me rappelle que quand cette affaire a commencé, il y a par exemple certains pays qui nous ont appuyés dans les enquêtes. Il y a, on nous a parlé de la France, de l'Israël. Et donc, cette affaire, ce n'est plus seulement une affaire des Togolais. Il va falloir que tout le monde, les Togolais et les amis des Togolais, que tout le monde puisse mettre la pression pour qu'on en arrive enfin à ce procès. Et sinon, on ne comprend pas. Parce que quand on vous dit, oui, l'enquête est bouclée, non, ça va passer, le procès sera organisé bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, mais jamais ça n'arrive pas. Et ça fait des années que ça dure. Des gens sont là, ils sont en prison. Voilà, la dernière fois, on a appris que l'une des personnes qui ont été libérées, il a perdu sa femme et son enfant en prison. Est-ce que c'est agréable? Le jeune agent de la sécurité de l'ANC. Est-ce que c'est agréable? Il n'a pas eu l'occasion d'enterrer ni sa femme ni son enfant. Ce n'est pas agréable du tout. Les juges qui sont là-bas, est-ce qu'eux aimeraient vivre cette situation? Comme il a dit tout à l'heure, le confrère, ceux qui pensent que la manipulation de la justice, c'est contre un seul camp, il faut qu'ils se détrompent. Parce que l'injustice, tant que vous laissez commettre l'injustice dans votre pays ou avec votre main, vous-même, vous n'êtes pas à l'abri de l'injustice. On a vu comment un juge qui vient d'être déchu. On a vu plein de juges, les Robert Bakaï, on a vu comment ils ont quitté la magistrature, les biens, plein de personnes, on a vu comment ils ont quitté la magistrature. Et récemment, il y a encore 1 ou 2 semaines, le juge Tronvi, voilà, quand son cas est arrivé, les gens ont vite fait de crier à l'injustice, et ainsi de suite. Mais cette injustice, ça fait des années que les citoyens vivent ça. Vous voyez, donc les juges qui laissent commettre l'injustice, ou bien qui contribuent à cette injustice, à priver les honnêtes citoyens de liberté, il ne faut pas qu'ils se disent qu'eux, ils sont à l'abri de cette injustice, parce qu'à tout moment, ça peut s'abattre sur eux aussi. Ça peut retourner contre eux. Bah si. Alors, autre cas de détention abusive dénoncé par le mouvement Martin Luther King de Pasteur Edo, c'est l'affaire du prophète Mongonga et son épouse incarcérée à la prison civile de Lomé depuis le 24 juillet 2014 sans procès ni confrontation avec leur plaignant. Une détention préventive qui dépasse 2 ans déjà. Ibrahim Matia, c'est bizarre. Non, vous savez, il y a trop d'anomalies au niveau de cette justice et lorsque le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, à son arrivée au pouvoir, avait enclenché le processus de modernisation de cette justice, vous savez que nous avons eu le soutien des partenaires. Il y a eu l'Union européenne qui a injecté 10 milliards pour moderniser la justice. Mais on a justement les pavés, on a passé. Bien évidemment, le tribunal, c'est vrai, bon, il y a eu les pavés un peu. Bon, le cadre a été amélioré, bon, il faudrait qu'on améliore aussi ceux qui travaillent là-bas au point de vue psychologique, au point de vue renforcement des capacités. Non, les juges ont vu la situation améliorée. Renforcement des capacités pour pouvoir prester. Vous comprenez qu'il faudrait quand même qu'on les débarrasse aussi de certaines habitudes qui ont toujours miné le bon fonctionnement de la justice togolaise. C'est en ce sens que je dirais que les autorités togolaises, c'est une question de volonté. Vous savez, quand vous dirigez un pays, vous avez la volonté, vous avez des ambitions que vous vous fixez. Je pense que vous pouvez vous doter des moyens pour pouvoir atteindre ces ambitions. C'est ce qui manque au Togo. Donc il faudrait que le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, qui est le premier magistrat de ce pays aussi, prenne des initiatives courageuses. Je pense que ça va faire mal, mais je pense que c'est en tout cas l'option qu'il faut prendre. Vous me demandez en quoi faisant. Il faudrait commencer par assainir le monde judiciaire togolais. Il faut débarrasser la justice de ces mauvaises graines-là. C'est à lui d'aller dire au magistrat, voilà, vous avez mis quelqu'un depuis 2 ans, vous ne dites rien à la personne. C'est un pasteur qui a une église qui a des fidèles, vous laissez la personne à la prison, vous ne dites rien à sa femme, depuis 2 ans il n'y a rien. Mais c'est à lui de demander au magistrat de l'appeler. C'est une question de gouvernance.
Et quand vous gouvernez un pays, vous vous donnez des moyens pour pouvoir gouverner dans le bon sens, dans l'orthodoxie, dans le sens même voulu par les citoyens et surtout en adéquation avec les lois de votre République. Quand vous êtes un chef de l'État et il se passe des anomalies, la première des choses à faire, c'est d'appeler celui à qui vous avez délégué votre pouvoir judiciaire, c'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Vous l'appelez. Lui-même, vous, magistrat connu. Justement, vous l'appelez et vous lui demandez de faire tout pour débarrasser la justice togolaise de tous ces dysfonctionnements. Je pense que quand vous instruisez votre ministre de la Justice, le garde des Sceaux, il va prendre des dispositions adéquates pour pouvoir assainir la corporation. C'est ce que nous demandons. S'il n'y a pas cette pression énorme de la part de la première autorité, nous allons toujours assister à ce cafouillage auquel nous assistons au niveau du tribunal de Lomé. C'est ce qui manque maintenant au Togo. Je pense que le chef de l'État doit taper du poing sur la table. Quand vous laissez faire, c'est que tôt ou tard, cela va revenir contre vous. Parce qu'il n'y a pas que les indésirables qui sont au niveau du tribunal de Lomé, mais vous risquez que certaines personnes qui n'en sont pour rien dans des affaires, soit innocemment, je vous dis, soit de façon injuste, conduit vers la prison. Et le préjudice, c'est qu'après tout, vous serez obligé de dédommager les gens. Après tout, vous serez obligé de débourser des sommes énormes pour pouvoir rectifier le tir, mais le mal est déjà commis. Donc, il faudrait prendre en amont des dispositions, et c'est ce que je disais, il faut instruire le garde des Sceaux pour prendre des dispositions, et en dehors de ça aussi, voir dans quelle mesure on peut faire, comme on le dit, un inventaire au niveau de ce tribunal, voir est-ce que les prisons sont débordées, et qu'est-ce qu'il faut faire, et est-ce qu'il faut solliciter les partenaires pour pouvoir appuyer l'administration pénitentiaire en matière d'accueil, en matière de gestion des prisonniers. Il y a tout ça là qui doit être fait. Je pense que si on ne fait pas cet exercice, on va toujours aller de cafouillage en cafouillage, et après tout ce que ça va entraîner, c'est que c'est des dégâts énormes et on ne pourra même plus se rattraper. Merci Rémi. Alors sur l'affaire du patient Mongora, notre confrère Liberté écrit par exemple: de violation en violation, les procédures ont été bâclées depuis l'interpellation, l'audition et l'instruction, aussi que la forme mettant en cause les dispositions des codes pénals et des procédures pénales, ce qui en principe est de droit, doit déboucher sur la libération pure et simple des inculpés. Mais jusqu'à présent, rien, Marcin Dominique. Oui, on parlait tout à l'heure de la justice, de notre justice. Excusez-moi le terme, mais vous savez, nous n'avons pas une justice au Togo. Nous avons, en dehors de quelques rares exceptions, nous avons une bande de ripoux. Le terme n'est pas fort, parce que le dégât que ces gens provoquent, le dégât est énorme. Ça veut dire que vous et moi qui sommes ici, voilà, à la fin de cette émission, on risque... On n'est pas à l'abri que quelqu'un nous tombe dessus pour un oui ou pour un non, nous jette en prison en complicité avec un juge parce que ta tête ne lui plaît pas, parce que. Vous voyez, non? Et injustement, je veux dire. Donc, moi, je suis sûr, je suis persuadé qu'on parle de nos prisons qui sont congestionnées, qui sont débordées, tout ça. Je suis sûr que le jour où la justice va commencer par travailler de façon professionnelle, de façon normale, de façon juste, équitable, et que tous les innocents qui sont en prison sont libérés, notre justice sera, nos prisons seront décongestionnées. Et ce n'est pas bien. Comment est-ce que, par exemple, vous prenez quelqu'un et sa femme, vous les jetez en prison? Vous alignez une série, une litanie de chefs d'accusation. 12 chefs d'accusation. Alors, quand même, ça ne fait pas sérieux. Le simple fait, plein de choses. Le simple fait d'avoir aligné 12 chefs d'accusation contre quelqu'un et sa femme, ça démontre l'acharnement tout de suite. Parce que comment est-ce que la même personne peut avoir le temps de se rendre coupable de tous ces crimes, de toutes ces violations? Vous n'avez pas, vous avez attendu qu'il fasse qu'il se rende coupable de violations de 12 lois avant de le prendre. Ça n'est pas sérieux. Ça pue. Ça pue l'acharnement. Il faut rappeler qu'il y a des crimes aussi qui sont liés. Oui, je comprends. Je comprends. Maintenant, regardez, 2 ans. Il y a même un gouvernement malfaiteur. Tout ça dedans. Il n'y a pas de pédophilie, c'est groupement de malfaiteurs qui s'associent. Ils sont deux en prison, c'est ça? Avec sa femme. Voilà. Et ça fait 2 ans. Et où sont les autres? Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de confrontation? On a libéré un bon nombre. Oui. Et c'est les 2 qui ont été gardés. Oui, je veux dire, pourquoi il n'y a jamais eu de confrontation? Parce que les plaignants, il y a un seul qu'on connaît et les autres on ne les connaît pas. Selon ce qu'on a appris, il n'y a jamais eu de confrontation avec les plaignants. Et le bonhomme et sa femme sont en prison. 2 ans après, et ils n'ont jamais rencontré celui qui a dit tel sur eux, celui qui les accuse de tel. Ils n'ont jamais été confrontés pour que chacun puisse évoquer ses moyens. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas, si 2 ans après, ils n'ont pas rencontré, ils n'ont pas fait face à leurs accusateurs, quand est-ce qu'ils vont le faire? Ça veut dire qu'ils en ont pour des années encore en prison. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc on va continuer par dénoncer cette justice. Vous savez, moi je fais partie de ceux qui pensent que au Togo, notre problème, c'est celle de la justice. C'est celui de la justice autant pour moi. Ça veut dire que le jour où notre justice va commencer par fonctionner normalement, beaucoup de choses seront réglées dans ce pays. Ce n'est pas normal, et ça ne rassure personne, ça ne rassure ni les politiciens, ni les citoyens, ni les investisseurs, personne du tout. Parce que personne ne viendra investir des milliards dans un pays et dire que bon voilà, j'investis, alors qu'il ne sait pas que du jour au lendemain, bon voilà, si ça cause, ou bien quelqu'un lui reproche quelque chose, il peut faire voilà ses arguments à la justice et que la justice va dire le droit à sa faveur, ou voilà, va dire le droit tout simplement. Personne ne viendra faire ça. Voilà, bon, ceux qui le font, ceux qui prennent le risque, c'est parce que peut-être ils comptent sur certains appuis politiques. Des réseaux. Des réseaux, bon, ils peuvent le faire en comptant sur ces réseaux, en espérant que... Le jour où les réseaux deviennent puissants, c'est fini. En espérant que ces réseaux demeureront aussi puissants que la durée de leurs affaires, et éternellement que la durée de leurs affaires. Sinon, dans ces conditions, ça ne rassure personne. Même ceux qu'on a connus dans ce pays, des gens qui ont fait partie de ce système, qui étaient des figures de proue de ce système, mais qui eux-mêmes ont été victimes de la justice. Je ne vais pas citer des noms ici. Oui. Suivez le regard. Et oui, suivez le regard tout simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans ce système et qui continuent de perpétuer ce système d'injustice, qui continuent de manipuler cette justice contre certaines personnes, ils ne sont pas, comme je l'ai dit, je me répète, ils ne sont pas eux-mêmes à l'abri. Et puis, ça veut dire que ce pays court devant des situations sombres. On ne le souhaite pas. Mais le jour où ça va partir dans tous les sens, bon voilà, je ne veux pas terminer la phrase. Oui, j'ai dit on ne le souhaite pas. Mais lorsqu'il y a une accumulation des surtout quand on emprisonne des gens de façon injuste, vous comprenez que quand des gens prennent le vilain plaisir de manipuler l'appareil judiciaire contre certaines personnes, vous comprenez que ça crée des rancœurs et des frustrations. Et le jour où les gens seront débordés, vous comprenez que ça va amener des situations incontrôlables. Il faudrait maintenant que cette justice assainisse d'abord sa maison et voir dans quelle mesure il faudrait aller, comme on le dit, implicitement vers le respect du droit. Rien que le droit. Qu'on dise le droit, je pense que c'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure entre une vérité et le mensonge. La vérité, c'est la vérité, le mensonge, c'est le mensonge. Les demandes de liberté provisoire et de recours en annulation des procédures sont toutes rejetées par les instances concernées. Le pasteur et sa femme restent donc maintenus en prison et privés de leur liberté. Et ils pensent même ils envisagent même aller saisir la Cour de justice de la CEDEAO. C'est ainsi, tout le monde, quand les gens sont fatigués, ils vont vers là. Justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça fait honneur à nos juges, à nos magistrats, que chaque fois des citoyens quittent le pays pour aller saisir une cour communautaire et que ces cours finissent toujours, presque toujours, par condamner le Togo? Est-ce que ça leur fait honneur? Est-ce que nous avons 20 millions que l'État doit lui verser? C'est clair. Avant, il y a eu plein d'autres choses. Il y a les députés de là. Il y a eu plein d'autres choses, plein d'autres cas. Et presque toujours, lorsque les citoyens quittent le Togo, ils vont à l'extérieur, ils vont par exemple à la cour communautaire de la CEDEAO. Alors, le Togo est condamné. On leur donne raison. Est-ce que ça fait honneur à notre justice? Est-ce que ça fait honneur à nos magistrats? Est-ce que nos magistrats sont fiers qu'ils soient là, mais que leurs frères quittent le Togo, les dépassent pour aller saisir d'autres magistrats ailleurs pour faire valoir leurs droits? Ça ne leur fait pas honneur. Et puis vous savez, on a connu des gardes des sceaux qui sont pasteurs, des hommes de Dieu. Celui qui est parti, l'actuel aussi est pasteur. Celui qui est parti est un évangéliste. Celui qui est arrivé est un évangéliste ou un pasteur. Moi je suis croyant, je suis chrétien. Moi, lorsque j'ai appris que voilà, ce sont des pasteurs, des hommes de Dieu, des chrétiens qui seront là-bas, je me suis dit, bon, peut-être que quelque chose a changé. Oui. Parce que dans la foi chrétienne, on dit, vous êtes le sel de la terre, ainsi de suite. Donc, partout où vous êtes, vous contribuez à corriger une situation. Vous voyez, non, même lorsqu'il était sur la terre, il a combattu l'injustice. Il a combattu l'injustice, vous voyez, non? Mais on ne peut pas comprendre que même des hommes de Dieu, c'est-à-dire que les hommes normaux sont passés, non pas plus que même des hommes de Dieu sont passés, et que l'injustice continue par exister, régner dans notre pays. Ce n'est pas du tout normal. Vous voyez, il y a quelques semaines, il y a certaines personnes vivant dans le canton de Zanguera, ils nous ont saisi qu'il y a une bande qui sème la terreur dans la zone, avec des gros bras ainsi de suite, gare à toi, c'était le titre foncier, et puis ils ont créé une zone de non-droit.
dans la zone de Zanguera, tout ça. Personne ne dit rien. Ils ont saisi le président de la République. Ils ont saisi le ministre de la Sécurité. Ils ont saisi le ministre de la Justice. Personne ne dit rien. Même les chefs cantons, de je crois 3 à 4 chefs cantons, de 3 à 4 chefs cantons, ont saisi toutes ces personnalités pour qu'au moins on puisse venir faire régner la paix dans la zone. Mais personne n'ose venir arrêter le massacre. Et gare à toi si tu mettrais dans la zone. Tu te fais massacrer à coups de gourdins, à coups de gourdins cloutés, à coups de barres de fer. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et comme il le dit, mon confrère Acha, mais si vous laissez les justices accumuler dans un pays, alors ne vous étonnez pas qu'un jour ça explose et que bon voilà vous soyez et que la situation soit hors de tout contrôle. Bon, on espère qu'il y aura justice pour le prophète Mongonga et sa femme bientôt. Oui, et lui, mais pas seulement lui, tous ceux qui sont justement jetés en prison. Voilà. Et il faudrait qu'on fasse une précision. Nous ne demandons pas de la clémence pour les gens qui sont en justice. Un procès juste équitable. Un procès juste, qu'on organise ça dans les normes et que la vérité soit tirée au clair. Un procès juste équitable. Ces personnes qui copissent là-bas sont accusées et que c'est avéré qu'elles sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Je pense qu'il y a les lois, il y a les tests. On va appliquer les lois là-bas, on va appliquer les tests. Je pense que plusieurs fois même, il y a des gens qui font plus de temps que la peine encourue. Des gens qui sont libérés après des années, mais qui sont condamnés à quelques mois de prison, ce n'est pas normal. Merci. On va marquer la pause. Derrière la pause, notre invité politique ce matin, nous recevons le grand citoyen d'État, Sir Adoumaya Akbar. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, M. Sir Adoumaya Akbar. Donc, il est analyste politique. Bonjour. Bonjour, cher citoyen d'État. Vous aimez qu'on vous appelle grand citoyen d'État, donc grand citoyen d'État, bienvenue dans Toc Toc. Ben, je vous en prie. Alors, c'est l'actualité togolaise aujourd'hui. Bon, ces derniers jours a beaucoup évolué. Je préfère qu'on commence par la question des réformes. Vous l'avez suivi comme nous tout récemment. Donc, les députés ADI et ANC ont donc introduit une nouvelle proposition de loi à l'Assemblée pour modifier la Constitution. Et le premier jour, dès que le test est passé en commission, au niveau de l'étude générale, ça s'est bloqué, il y a eu arrêt. Et du coup, depuis, tout le monde se remet à scruter en tant que les recommandations donc, qui ont été remises au chef de l'État soient donc suivies, ou bien qu'on mette suivi le comité, ou bien la commission pour travailler sur les réformes à opérer. Alors, vous avez suivi tout ça. Quelle est votre analyse sur cette question? D'abord, je voudrais dire à vous et à tous ceux qui nous écoutent que vous avez de face placée un homme exaspéré, plus que exaspéré, mais jamais désespéré. Et cet homme est imbu de la détermination la plus oblique pour entrechoir tout ce qui se prépare pour maintenir la confiscation du destin national de ce pays. Ceci étant dit, je reviens à votre question. Donc vous me parlez de ce théâtre, parce que s'il s'agit d'un théâtre, et je suis de ceux faisant partie du peuple de l'ombre, qui n'ont pas été pris par le charme global, général, cette espèce de joyance dans laquelle tout le monde, les pieds joints à sauter, des anciens premiers ministres, des intellectuels, de tout ce que vous voulez. Parce que le vrai problème qui se pose, qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il s'agit d'un invouloir total. Les réformes eussent été faites en 30 minutes. Il s'agit d'une question de volonté. Les recommandations dont vous faisiez tout à l'heure allusion, la CVJR, c'est ça? Ashkroun, etc. Mais est-ce qu'il était nécessaire de dépenser encore de l'argent public pour organiser cette récréation
entre gens d'entre-soi. Et les mêmes qui, après cette récréation, franchement malheureuse pour la nation, étaient sur les plateaux de télévision en disant que c'était fascinant, c'était considérable. C'était un mot de consensus. Je n'avais jamais entendu de ma bouche, de mes oreilles, vous savez, un mot aussi considérable, galvaudé en l'espace d'une semaine. Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un consensus? Mais ils le savent. Ils le savent. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et pourquoi vous le dites? Ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont passés devant les écrans de télévision pour dire aux gens que tout a fonctionné sur la base d'un consensus, qui étaient les membres de ce consensus faisant? Le peuple? Le peuple? Les acteurs politiques. Les acteurs politiques. Ils étaient chez eux à condamner cette démarche théâtrale. Mais ils sont allés. Pourquoi? Le problème qui se pose, c'est le problème de l'effacement, c'est-à-dire de la remise à zéro du compteur présidentiel. C'est ça le vrai problème. Vous avez d'abord un parti qui ne veut pas en entendre parler, mais dans ce cas, il s'agit de quoi? D'une confiscation du destin national. On ne peut pas ne pas prendre en compte un temps donné passé au pouvoir et faire comme si. Dans ce cas, si M. Faure Gnassingbé, le président de la République, eût fait les 15 ans au pouvoir, il faudra lui concéder, puisqu'on a parlé de concession. Ouais. Bon, le faut lancer, on en a parlé. Mais je sais bien, j'ai entendu de concession. Donc il faudrait que les gens fassent concession, concèdent encore 2 mandats pour que les réformes soient faites. Si j'ai bien compris, c'est ça. Autrement dit, on veut remettre le compteur à zéro à partir de 2020. À partir de 2020. Ouais. Et vous trouvez, les Togolais, eux, ils vont attendre. Est-ce qu'on remet le compteur à zéro de leur misère? Hein? Est-ce qu'on pense à détruire, à entrechoir cette misère? Vous avez des régiments d'hommes, un patrimoine humain. Le patrimoine humain de ce pays est en train de crever la gueule ouverte. On est là en train de me parler de compteur à zéro de quoi? Il faut faire les réformes et le président de la République doit penser à l'histoire. Je lui dis. Là, ils sont en train, parce que là, on a vu les travaux du H-Crune et le rapport a été remis dans le chef de l'État. Bientôt, on aura une commission qui va essayer de faire la synthèse et on aura peut-être le projet de loi qui va aller à l'Assemblée et on aura donc les réformes tant réclamées. Mais je rappelle que déjà au niveau du NI, on nous annonce qu'on va passer à la 5e République. Ça revient à la même chose. Les compteurs seront mis à zéro. Écoutez, tout ça, c'est du charabia. D'accord? La 5e République, parce que ça fait chic de dire 5e République. Parce qu'il y a la 5e République de De Gaulle. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que nous avons besoin d'une 5e République? Non! Parce qu'il faut attendre au référendum, des choses comme ça. Et encore, est-ce qu'on est sûr que les systèmes électoraux en place eussent permis que la vérité des votes fasse éclat? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Il faut arrêter d'endormir les gens. Arrêtons d'endormir les gens. Oui, mais tout à l'heure, vous avez demandé, mais vous avez réitéré votre appel à l'endroit du chef de l'État pour que les réformes soient faites. Mais on est là, on constate bien que vous avez parlé d'un vouloir aussi, que voilà, le vouloir est manifeste du côté du chef de l'État et de son parti, qui sont majoritaires à l'Assemblée. Quelle est votre recette pour qu'on aille finalement à ces réformes? Moi, j'ai des recettes d'homme d'État. Vous avez relevé ce que je disais tout à l'heure de l'invouloir. Mais l'invouloir, quel mot vous avez employé? Qu'il était manifeste. Il est non seulement manifeste, mais il est sémantique. Pourquoi? Parce que c'est l'invouloir qui guide toutes les actions qu'il cherche à mener. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, vous avez la politique qui est une affaire d'hommes. Déjà. C'est-à-dire que vous devriez avoir la passion de l'autre. Un homme qui n'a pas la passion de l'autre ne peut pas faire une bonne politique pour son peuple. Et ça, je vous le dis, si vous n'aimez pas, si vous ne manifestez pas la teneur de votre foi et de vos reins au peuple, vous ne pouvez pas lui faire une bonne politique. Mais vous pensez que le chef de l'État ne l'a pas?
Je ne le connais pas. Parce que là, il Mais travaille. écoutez, vous avez là, vous dites chef de l'État. Il faut faire une précision. On ne dit pas chef de l'État comme ça, parce qu'on n'est pas en crise. Le président de la République. Ouais, le président de la République, il parle à son peuple. On me dit qu'il est... Il le fait au moins 2 fois dans l'année. Le 31 décembre et le 26 avril. Ailleurs, d'autres ne le font pas. Quand vous avez un Paul peuple... Biya le fait une fois de passage. Ce ne sont pas des références. Paul Biya, c'est pas De Gaulle. Hein? Quand vous avez un peuple qui a la tête dans le seau, c'est pas 2 fois par an qu'il faut lui parler. C'est aller vers lui. C'est de descendre dans la basse commune, le prendre par la main, lui parler, lui expliquer si les choses ne vont pas. Dites-lui. Il était tout récemment au nord du Togo. Bon, c'est le PUDC. Mais je reviens à ma question parce que je suis resté sur ma soif. Quelle est votre recette aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on aille finalement à ces réformes? Ma recette, ils ne pourront pas l'appliquer. Parce que c'est une recette qui relève de la grandeur. C'est-à-dire que moi, si j'avais été à la place du président de la République, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais assassiné mes propres appartenances. Vous comprenez, je pèse mes mots, j'ai dit assassiner. C'est-à-dire que j'aurais condamné mes propres appartenances pour aller dans l'intérêt général. On fait les réformes, on sait tous qui bloque les réformes. C'est mon maintien au pouvoir qui bloque les réformes. Je les mets de côté, nous faisons les réformes et je ne serai plus candidat au terme de mon 3e mandat. Voilà, ça c'est un allant historique. C'est aussi facile. On voit bien que son appétit soit actuellement, il a un boulevard devant lui. C'est-à-dire, il peut rester ad vitam, comme on le dit. Et vous pensez que ce serait aussi facile pour lui de dire, bon, ok, 2020 à Saint-Ots, bon, je me retire, quelqu'un de prendre, ce serait aussi facile si vous êtes à sa place? Mais bien sûr. S'il n'était pas accroché en l'entêtement, vous savez, l'entêtement, c'est ce qui perd le système. Il y a les délices du pouvoir quand même. Mais les délices, quand on est un grand État, on s'en fout des délices du pouvoir. Les délices préférables, c'est de faire que le peuple connaisse, lui, les délices de la vie. Ça n'est pas ses propres délices. On voit bien que lui-même et lui et son parti... Monsieur Cyr, on dirait que le chef de l'État, le président de la République, vous venez de nous le dire, ne fait rien pour son peuple. Est-ce votre constat? Vous voulez que je réponde? Franchement, oui. Ce qu'il fait pour son peuple, qu'est-ce qu'il fait pour son peuple? Les routes. Ouais, les routes. Par exemple. Le jour où il y aura un hôpital flambant neuf qui ferait en sorte que des masses considérables d'esprits étouffés de ce pays n'iraient pas crever dans ce désastre hospitalier, dans cette monstruosité hospitalière qu'est l'hôpital de Tocoin, ce jour-là, je dirais que le mandat social eût été, vous comprenez bien ce que je veux dire, un grand mandat. Alors, vous me parlez des routes. J'écoutais, je suivais votre émission 2 jours, et le docteur Koumou, je l'appelle docteur parce que c'est une intelligence, c'est un grand monsieur, qui disait ceci, que les routes c'est très bien, mais les routes, ça n'est pas l'essentiel utile dans le cadre d'espèces de notre pays. Il parlait d'agriculture, des secteurs comme ça. Alors, qu'on fasse des routes, quelles routes? On ne va pas me parler de routes à moi. Oui, mais monsieur, il n'y a pas que les routes. Quand nous prenons le programme social du chef de l'État avec le développement à la base, ce qui se passe avec Madame Dogbé. Le développement à la base, oui. C'est un charabia gouvernemental. On ne peut pas avoir un ministère à la base hors cadre décentralisation. Ça ne marche pas nulle part. Vous savez, ce sont les Français qui ont inventé tout ça, les systèmes de décentralisation, les Allemands, etc. Mais vous croyez qu'on va nous dire qu'il y a un ministère à la base et que ça va résoudre les problèmes? C'est un problème global. On va les œuvres sur le terrain. On permet 30 000 francs. Il y a des plateformes qui sont ici là, fonctionnelles, qui travaillent. C'est de l'enfarinade tout ça. C'est de l'enfarinade. Mais ça change quelque chose dans le quotidien quand même. Qu'est-ce que ça change? On a vu par exemple le FNFI qui fait des prêts. Il y a plein de choses qui existent sur le terrain. Ah bon.
Sur le plan de l'agriculture, le chef de l'État est allé à Genève négocier auprès de la FIDA, du fonds, plutôt du FIDA. Sur le plan de l'agriculture, négocier auprès du FIDA le FINIASA. Et c'est beaucoup de sous qui sont injectés dans sur le plan de l'agriculture. Ceci, vous l'avez lu comme moi. Oui. Et tout le monde sait que je ne suis pas un esprit endormi. Qu'est-ce qui se passe dans le monde agricole? Qu'est-ce qui se passe avec les phosphates, avec les engrais, etc. Vous avez là... C'est le côté business. Vous l'avez... Nous revenons maintenant. Business. Oui, c'est le côté business. Non. Il y a des absolument pas. qui vont répondre. Vous ne pouvez pas parler de côté business. Non. De l'agriculture. Maintenant, avec la politique agricole de notre pays, est-ce que vous avez l'impression que rien n'est fait? Parce que si vous... Je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas me parler de politique agricole quand on voit ça. C'est quoi ça en fait? C'est quoi? Vous l'avez pas lu. Quand on voit qu'il y a des damesses qui sont là. De quoi, s'il vous plaît? Je dis des damesses, c'est un vieux mot français. Hein? Des petites dames. Si vous voulez. Des femmelettes. Non, des grandes dames, si vous voulez, pour faire plaisir à l'audience. Mais enfin, Dieu seul sait ce que j'en pense. Hein? Qui sont là à faire carte, main basse, sur ce qui permettra à nos pauvres agriculteurs d'avoir vie séante. Et qu'il y a des compromis comme ça, avec un certain ministre de l'Agriculture. Ça ne vous énerve pas? C'est quoi en fait le problème? C'est quoi le sujet? Le problème, je ne vais pas vous faire le résumé. Il faudra le lire. C'est sorti il y a quelques jours, il y a une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il semblerait même que le Premier ministre, et Dieu sait que je ne suis pas... l'affaire des engrais. Mais absolument. Les marchés sont cédés, gré à Vous gré. croyez que ça fait plaisir aux Togolais d'entendre et de voir des choses comme ça? Ces histoires de Wassem, etc. Ce sont des coups d'État économiques et industriels portés contre les intérêts sociaux et vitaux de la nation. Je dis nation, le Togo n'est pas une nation, de ce pays. Voilà. Alors, grand secrétaire, vous voulez d'aborder le sujet parce qu'on va en parler de Wassem Gates, cette affaire qui fait du bruit depuis 3 ou bientôt 4 semaines. Et on a vu, est-ce que vous avez lu les articles de l'alternative? Si oui, est-ce qu'il s'agit d'une évasion fiscale? Il vient de falloir que, ici présent, Maxime Domini, adjoint du grand citoyen d'État, Ferdinand Ité, suivi de la séquelle de journalistes qui ont été de leur détermination oblique pour projeter dans l'éclat de la stupéfaction populaire ce scandale, énorme scandale. Vous avez là des sociétés d'État, d'écran, derrière lesquels des visages enfarinés, des visages informes, dont tout le monde a idée de qui il s'agit. Quand je dis de qui, c'est au pluriel. Mais on ne sait pas officiellement parce que c'est des sociétés écrans comme on l'a dit. Monsieur Koumou l'a dit, Casitom Limited, Canel Limited... Mais vous prenez Monsieur Koumou pour un naïf, il le dit, mais il a une certaine idée de ceux qui sont derrière. Ça n'est pas vous, ni moi. Nous avons tous, chers Togolaises, chers Togolais, une certaine idée de ceux qui sont derrière, de ceux qui vous plument, de ceux qui vous affament. Et il serait temps que vous réveilliez pour le combat final. C'est un appel? C'est tout. C'est un appel. Parce que je suis désespéré. La mission n'est pas faite pour ça. Ben, écoutez, ici nous faisons les analyses. Ben, je fais mes analyses, je dis aux gens de se révolter. Pourquoi? Parce que ça n'est pas normal. Ils peuvent s'indigner, mais pas se révolter forcément. Ben, parce que vous faites, vous, une grande nuance entre s'indigner et se révolter. Ouais. Quand je m'indigne, je me révolte. C'est pratiquement la même chose. Alors si vous préférez, je change de sexe, de mot. C'est-à-dire, je ne dis plus révolte, mais je dis indignation. Monsieur Adoumaya, bien sûr, la liste des actionnaires de Wassem, on a découvert des noms des officiels togolais, dont le Premier ministre actuel, Kwame Selam Klassou. Il y a eu un débat, une polémique autour du fait qu'il fasse partie des actionnaires. Vous, quelle est votre position par rapport à la présence du Premier ministre? Qu'est-ce que vous attendez de lui maintenant qu'on sait qu'il fait partie des actionnaires de cette société qui a passé 20 ans à exploiter nos calcaires, à surexploiter nos compatriotes, à provoquer des dégâts environnementaux et sanitaires dans la région de Tabligo? Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre? D'abord, quelle étude faites-vous? Quelle était votre réaction quand vous avez découvert ça? Et qu'est-ce que vous attendez de lui finalement? D'abord, je ne ferai pas de lecture, j'irai droit à Jupiter, c'est-à-dire que je propose directement quelque chose. C'est que je propose que, devant la nature même et la démesure de ce scandale,
ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Le secteur minier de notre pays soit placé dans une sorte de cogestion entre la Banque mondiale et l'État togolais pendant une période transitoire à déterminer entre les deux parties. Ce qui aura pour effet de permettre l'assainissement sous élan financier de la Banque mondiale, qui sera directement impliquée dans la gestion des minerais togolais, et que de deux, par surcroît, vous verrez entrechoir le pillage systématique des biens de notre sous-sol. Je rappelle qu'il y a une semaine, la Banque mondiale a lancé un atelier pour la promotion de la gouvernance dans le secteur minier au Togo, un atelier financé à coût de milliards, 39 milliards, que la Banque mondiale va investir à partir de cette année pour la promotion de la transparence, de la gouvernance dans le secteur minier. Et la Banque mondiale a été actionnaire aussi dans Wassem avant de se retirer dans les années 2000. Voilà, donc c'est juste un rappel que je vous apporte. Ben écoutez, donc votre rappel rejoint ma proposition et que s'il y avait un groupe d'études qui était composé pour ce faire, il me semble que le citoyen d'État Koumou est absolument indiqué pour en faire partie. Mais il propose l'audit général. Bien sûr, mais l'audit n'empêche pas ma proposition. Ma proposition vient s'y amonceler. Le problème qui se pose, cher citoyen d'État et M. Cyr, c'est l'existence de M. Classou, le nom de Classou, parmi les actionnaires de Wassem. C'est là où le problème se pose. Est-ce à dire que le chef de l'État, en voulant nommer M. Komi Classou, n'a pas fait une appréciation objective de le problème ne se pose pas Pardonnez-moi, le problème ne se pose pas simplement à son niveau. Il se pose à des degrés divers. Bon. Il est vrai que le Premier ministre n'avait pas, ou en tout cas, s'il disposa de quelque action dans cette société, une fois qu'il a été nommé Premier ministre, il aurait dû s'en séparer. Et le fait de se poser la question de savoir si cette société s'adonnait à l'évasion fiscale, je pense que le Premier ministre dut le savoir. Et tous les actionnaires d'ailleurs. Mais pas forcément. Parce qu'il y a des actionnaires, il y a des divers actionnaires, et si quelqu'un prend, par exemple, la société Canem qui prend 1,5 milliard et qui l'envoie à l'étranger, le Premier ministre peut ne pas le savoir s'il n'était pas Premier ministre. En tant que Classou, il peut ne pas le savoir. Mais le Premier ministre, c'est lui qui est le président de l'ITIE. Voilà, c'est ça. Et en ce sens, toutes les études qui ont été conduites dans le cadre de l'ITIE, mais les rapports sont à la primature. Et il doit savoir tout ce qui se passe là-bas, comme à Mali, au niveau du Ouattara. Et l'ITIE est un processus de transparence dans l'industrie minière. Avoir les choses. Au niveau du ministère de l'économie, vous savez qu'il y a presque dans toutes les sociétés, il y a des audits qui sont conduits. Et ça relève de la souveraineté de l'État. L'État doit savoir quelle société fait quoi à tel niveau. Et s'il y a tous ces mécanismes de contrôle et que l'évasion fiscale nous échappe, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'on soit... en tout cas, qu'on n'ait pas peur des mots, il y a une défaillance. Oui, et puis les flux financiers sortants ne se passent pas à l'insu des autorités publiques, parce qu'il s'agit... C'est le niveau des banques. Oui, mais ce n'est pas à l'insu. Non, mais c'est pas au niveau des banques. Quand même, parce que... Je vais vous surprendre. Il y a des mécanismes actuellement montés de toutes pièces. C'est-à-dire que c'est des astuces montés par des citoyens. Et quand on parle des citoyens, ce n'est pas vous et moi. C'est des gens que nous connaissons, des gens qui sont étiquetés dans ce pays, qui procèdent à l'évasion fiscale. Il suffit seulement de voir nos frontières qui sont poreuses au niveau de Casablanca, comment les gens mettent de l'argent dans des plastiques noirs et ils transitent. Quand vous arrivez auprès de l'agent de sécurité qui est là-bas, il suffit de glisser les 200 francs et c'est fini. Et vous traversez avec des milliards. Et c'est dans des banques à Accra là-bas où il y a des filiales de grandes banques londoniennes. Et qui les récupèrent. Voilà, qui les récupèrent. En dehors de ça, quand on nous dit que des gens prennent de l'argent pour aller faire du commerce à Dubaï et autres, mais on sait très bien que ce sont nos propres parents
qui donnent de l'argent à ces commerçants pour aller déposer dans des banques en Arabie Saoudite. Parce que là-bas, vous comprenez, c'est la nuit noire là-bas, on ne fouille rien là-bas. Grâce à l'État. Donc il faudrait que ces faits-là soient dénoncés pour décourager ceux qui pillent et affament le peuple. Parce qu'il faut avoir le courage des mots. Ils affament le peuple. Ces flux financiers, l'argent qu'on sort de ce pays, cet argent aurait pu servir à développer ce pays. Cet argent peut résoudre le problème des étudiants. Ça peut résoudre le problème de vous et de moi. En matière sanitaire, comme le disait... Nous apprenons la dernière fois que même si quelqu'un décède à Cap, il faut qu'on parcourt des kilomètres, qu'on a atterri pour chercher du ciment pour venir. C'est vous qui l'invitez, c'est vous de parler. La question que je veux poser moi je voudrais savoir, parce qu'il faudrait qu'on dise les choses clairement. Et en matière de gouvernance d'un pays, il y a des règles qui régissent la gouvernance d'un pays. Est-ce que le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, dans le choix de Classou, a failli ou non? Parce que si on veut nommer quelqu'un, il y a au moins des enquêtes de moralité qui se font. On doit savoir tout ce que ce monsieur a comme avoir, même s'il n'y a pas de déclaration des avoirs dans le pays. Au moins on peut avoir une idée sur ses implications, pour de peur qu'il n'y ait pas ce que nous appelons conflit d'intérêts. Je serais obligé, non pas de me faire l'avocat du diable. Vous venez à l'instant de dire qu'il fallait que Classou déclare c'est bien, etc. Mais est-ce que l'exemple suprême a été donné? Comment voulez-vous que le Premier ministre déclare ses biens, que les ministres déclarent leurs biens, si le président de la République lui-même ne l'a pas fait? Mais le président de la République a des instruments pour savoir si ceux qu'il veut nommer là, on les avoir ou pas, il a des instruments. Je pose une question simple. Oui, monsieur. Comment voulez-vous que les ministres et le premier d'entre eux fassent la déclaration de leurs biens et tous les parlementaires, enfin tout le quota des institutions le fassent exactement, si le président de la République lui-même ne l'a pas fait? Depuis 11 ans qu'il est au pouvoir, il ne l'a pas fait. Donc, est-ce qu'il a failli quand même dans le choix du Premier ministre? Ben ça, je ne sais pas s'il a failli, parce que moi, je n'aurais pas nommé Classou. Vous comprenez? Pour quelle raison? Écoutez, je ne sais pas, mais enfin, il a nommé M. Classou, c'est qu'il lui fait confiance. Il lui a fait confiance. Donc c'est à lui d'assumer et de partager les erreurs de M. Classou. Oui. Vous savez, ils sont tous sur le même bateau. On ne va pas en pêcher un et en laisser noyer l'autre. Machiavel disait quoi? Machiavel disait ceci. J'ai expliqué ce qu'est Machiavel et son œuvre aux gens il y a quelques mois. Hein? C'est un grand homme. Était un grand homme dont l'œuvre est pour le côté et du côté des pauvres. Il disait ceci: un prince qui est mal entouré, sa faute lui incombe totalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Si le président de la République nomme un premier ministre qui a des etc. ou son entourage, mais c'est pas la faute à son entourage, c'est lui qui les nomme. C'est à lui d'assumer ses responsabilités. Vous me direz, tout le monde n'est pas de Gaulle. Ou un homme de la grande la dimension nouvelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est comme ça. N'essayez pas de mettre tout sur le Premier ministre et sur les autres et en épargner le président de la République. C'est lui le chef de tout ce monde. C'est lui qui tient la manette. Ben évidemment. Évidemment. Moi qui imprime la dynamique. Moi je ne fais pas, je ne suis pas un hypocrite. Si M. Faure Gnassingbé fait quelque chose de bien, je le dirai. En revanche, s'il fait quelque chose de mal, je le dirai, avec non pas des bémols, mais avec des dièses. Alors, une dernière question avant d'évoluer, avant de clôturer cette émission plutôt. L'ancien ministre Pascal Absoulou Bodiora, l'ancien ministre d'État, donc vous êtes proche, hein, selon nos infos, a pu sortir du Togo il y a quelques jours. Et depuis 4 ans, il n'a plus fait de sortie à l'étranger. Alors, comment avez-vous accueilli a pu sortir? A pu sortir. Depuis 2012, il n'est plus sorti du Togo. Mais il n'était pas séquestré, à ce que je sache. Vous savez, il a fait longtemps en prison. Vous savez, le voyage du grand citoyen d'État, M. Pascal Bodiora, homme d'une dimension incommensurable, parce que je le sais, ceux qui croient l'avoir connu ne savent pas l'homme nouveau qu'il est devenu. Il y a eu une... Je vous dis. Présentez-nous le Bodiora nouveau. Je vous dis. On veut connaître le Bodiora nouveau. Vous aurez l'occasion de le découvrir.
Bon, alors, c'est un philosophe, c'est un monsieur qui prend tout, les choses telles qu'elles viennent, comme elles viennent. C'est un monsieur qui a souffert, vous comprenez? Et non pas seul, avec ses enfants, sa petite fille, son fils, sa femme, toute la famille, qui a injustement souffert. Et depuis que le grand citoyen d'État, M. Pascal Bodiona, est sorti de Thiévier, il n'a rien dit, à part la première déclaration, l'ultime déclaration qu'il avait faite chez lui. Il ne dit rien, il observe, il réfléchit. Il est dans ses prières, la messe, tous les jours chez lui, il lit ses livres, il ne dit rien, il observe. J'ai toujours dit que c'était un homme qui était en réserve de la République. Et ça, ceux qui ne le savent pas se trompent lourdement d'histoire. C'est un homme qui est en réserve de la République. C'est un homme de destin. Et je dis ceci de face placée. Nul homme n'échappe à son destin. Pas plus que M. Pascal Bodiona n'échappera au sien. Et c'est quoi ce destin? C'est un grand... écoutez, c'est l'histoire. C'est-à-dire... Pardon? Vous savez, vous pouvez demander à Jacques Chirac, que je connais très bien, depuis très jeune. J'ai été de ceux qui, la jeunesse du RPR, etc., en tant qu'on écrivait... Ah, donc vous êtes français? Non, je ne suis pas français. Je n'ai pas voulu prendre la nationalité française. Pourtant, tous mes enfants sont français. Et c'est une formalité. Vous voyez, je suis en France depuis 40 ans, je n'ai jamais pris la nationalité française. Je suis un patriote. Une question de ma part, M. Bodiona, il y a quelques... Je ne me trompe jamais. Je ne me trompe jamais dans mes prévisions. Il y a quelques semaines... Vous avez prévu que Chirac soit président? Bien sûr, je l'avais dit à Balladur, qui serait battu, qui serait défroqué. Il n'a pas cru. Il a été défroqué, il a été écouré. Le 14 juillet, Bodiona Pascal et sa femme étaient les guest stars de la célébration de la fête nationale, en fait, française ici. C'est une reconnaissance. La commémoration de la fête nationale ici. Et ensuite, quelques semaines après, il part pour la France. Est-ce que tout ça, c'est hasard? Que ce soit à l'ambassade de France qu'il a fait une grande sortie première et qu'ensuite, ce soit la France qui soit sa destination première à l'extérieur du pays. Quelle est-il fait, vous, de tout ça, vous qui semblez le connaître? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'apansement que vous venez d'établir ne me surprend pas du tout, mais je serai pas à même de vous approfondir cela. Pourquoi? Parce que M. Pascal Bodiona voyage dans le pays de De Gaulle, ça me paraît normal. Et n'oublions pas que c'est un homme du monde, qui a des relations, qui a des amis. Alors je ne vois pas quel est l'amendement, ce qui pourrait empêcher le grand citoyen d'État d'avoir quelques soupers bien indiqués avec ses amis. Il n'y a rien d'illégal. Ne vous trompez pas dans vos prévisions. Là, vous avez parlé tout à l'heure de destin, que Bodiona ne s'échappera pas à son destin. Pascal Bodiona est en réserve de la République, c'est le trait d'union pour une réconciliation décisive et définitive de ce pays. En tout cas, c'est mon analyse. Pourquoi? Parce que si vous prenez à droite, vous prenez à gauche, il émerge quoi? Quelle tête, quelle pipe à droite? À part M. Fornia Singbe, il n'y en a pas. Si vous prenez l'échiquier à gauche, il émerge qui? La tête qui eût pu émerger, c'est Criblé. Il y a qui d'autre? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Monsieur Pascal Bodiona va faire le non, pont. Vous parlez du pont. Moi, c'est mon analyse. Il n'a pas que des amis. Monsieur Pascal Bodiona n'a pas que des amis. Moi, je fais mon analyse. D'accord? Je suis un politique, je suis un analyste politique, je suis un conseil politique, je fais mon analyse. Et en tant que leader d'opinion, nous allons vous dire que nous avons appris aussi à connaître monsieur Pascal Bodiona. Il n'a pas que des amis au Togo. Écoutez, même Dieu n'avait pas que des amis. Ce n'est pas une consécration. Même Dieu n'avait pas que des amis. Mais qu'on venait de débarquer du gouvernement et en France, ce n'est pas une consécration. Elle est en France, à ce que je sache. Mais c'est vous qui en faites état. Je ne dis pas que c'est une consécration. Je vous dis ceci, monsieur. Je vous dis, vous voulez que je baisse d'un degré pour que vous compreniez ce que je dis? Non, je vous comprends très bien, monsieur. Alors, je dis ceci. Je dis que si monsieur Pascal Bodiona est en France, que je n'en vois pas l'émotion, puisqu'il est normal que lui aussi puisse voyager en famille. Pascal Bodiona, le prochain président du Togo? Oui ou non? Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je fais mes analyses. Monsieur Pascal Bodiona, je ne sais pas ce qu'il en pense.
Je ne suis pas dans sa tête. Moi, je fais mes analyses, c'est tout. Oui. Mes analyses n'engagent pas Pascal Bodiona. M. Pascal Bodiona. C'est clair. Vous avez dit qu'il est l'homme de réserve. Ouais, il est en réserve pour la puisque nous République. savons que vous êtes proche de lui, qu'est-ce que vous lui conseillez? Parce que vous croyez que parce qu'on est proche, il me fait des confidences. Non. Un grand homme d'État ne fait pas Vous de êtes confidences. analyste politique. Oui. Analyste politique. Mm. Qu'est-ce que vous conseillez à Pascal Bodiona dans l'état actuel de la République, C'est de de, l'évolution normale de notre pays? c'est de rester dans ses réflexions. Ok. C'est d'approfondir ses Vous réflexions. avez dit qu'il est devenu un homme nouveau. C'est Sans un toutefois philosophe. nous dire quelques mots sur. Le temps est passé. Vous pouvez pas parler pendant des heures, C'est ça, passé. Monsieur Siradou Marakpo, donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Maintenant, nous allons nous séparer, mais vous avez le mot de fin, la conclusion. Bon. Écoutez, je voudrais que la jeunesse de ce pays, les jeunes, c'est-à-dire le gisement d'avenir de ce pays, prennent conscience d'une chose. Elle ne peut pas avoir une vie meilleure demain si elle ne s'implique pas de façon totale et complète dans ce qui se passe, dans ce qui est en train de se préparer. Et je ne voudrais pas que nous, parents, nos enfants demain, nous disent que nous avons été des incapables, des déculottés, parce que c'est à nous de souffrir, de nous sacrifier pour eux. Quand le pays ne va pas, nous devons, nous, être au front pour dire ça ne va pas, il faut que ça change, pour que demain, nos enfants n'aillent pas cracher sur nos tombes. C'est tout ce que j'ai à dire. Mout, merci. Merci à M. Siradou Marakpo, je rappelle qu'il est analyste politique. Merci à Maxime Domenier, le directeur de la rédaction du journal Alternative. Merci. Merci aussi à Ibrahim Atia, le patron du journal Les Temps Nouveaux. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité, pour votre confiance renouvelée à notre chaîne et surtout à Tok Tok. Je vous retrouve vendredi pour le dernier numéro de la semaine, si là, portez-vous bien. Et ça fait plaisir. Donc, on se retrouve dans 2 jours. Bye bye, au revoir.